L'accession au pouvoir s'est fait par la violence. Voilà. La conservation du pouvoir s'est fait par la violence. Il n'y a pas de débat contradictoire. On ne supporte pas le débat contradictoire. Et puis, on considère que les richesses de l'État sont des richesses personnelles. C'est ça leur culture politique. Donc, c'est une culture qui est partagée équitablement entre les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux, pour beaucoup, qui se disent être de l'opposition. Donc, ce qui fait que même si par extraordinaire, j'imagine les gens de l'UPADES prenaient le pouvoir, je ne vois pas ce qui va changer dans la gouvernance. Au-delà de la classe politique, je pense que chacun de nous est comptable. Aujourd'hui, si on veut parler de l'échec des 65 ans, chacun de nous est comptable de cet échec. Notre pays a toujours été un pays de rente pétrolière. On n'a jamais réussi à diversifier. Nous sommes redevenus le pays le plus endetté quasiment par tête d'habitant. Donc, en conclusion, la responsabilité n'est pas collective. Il faut savoir désigner une responsabilité. C'est-à-dire les 40 ans de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir sont d'une responsabilité accablante. Le problème de la présidence de Sassou est qu'un certain nombre de décisions sont prises, mais il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de contrôle. Ça, c'est quelque chose de relativement vraiment fondamental. Que ça se passe ou qu'il ne passe pas, le véritable problème économique se posera à notre pays, c'est le problème de l'évaluation, du contrôle. Si vous n'évaluez pas, si vous ne contrôlez pas, eh ben, vous avez des problèmes qui sont liés à la bonne gestion de la dette, à la bonne efficacité des investissements, et on ne sait pas très bien où va l'argent. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Quel bilan pouvons-nous tirer et quels sont les défis à venir? Pour en parler, je reçois Maître Brice Zamba, avocat au barreau de Paris. Bonsoir Maître. Bonsoir Carlyle. Guy Mafimba, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Karim. Merci de votre très belle chemise. Merci, merci. Et puis Lucien Pombou, éditorialiste. Bonsoir Lucien. Bonsoir Carlyle. Et Dr Benité Touéré, enseignant à l'université Sorbonne Paris-Nord. Bonsoir docteur. Bonsoir Carlyle. Et bonne fête d'indépendance à tous les quatre. Vous êtes Merci. Merci beaucoup. Bonne fête à nos téléspectateurs. On va parler un peu d'économie, Lucien. Oui. Je regardais hier quand je préparais cette émission que l'économie congolaise a connu une croissance modeste en 2024. Avec, tiré notamment par les secteurs non pétroliers, sur les chiffres de la Banque mondiale, hein, qui nous dit que cette économie a progressé de 4%. Quelle est votre analyse sur ce sujet 65 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire que votre pays vit bien? Non, enfin, le pays ne vit pas bien, ça se saurait. C'est-à-dire que la redistribution se ferait. Je crois que cet indicateur du taux de croissance est un faux indicateur. Pourquoi c'est un faux indicateur? Parce qu'il indique, comme son nom l'indique, voilà, il montre simplement que la production, en fait, dans certains secteurs, comme les mines, comme le pétrole, se porte très bien. Et quand on regarde en effet le taux d'endettement, par exemple, quand on regarde le rapport entre la dette publique, d'une part, et le PIB, on s'aperçoit que malgré les efforts qui ont été faits aujourd'hui, c'est autour de 94,5%, alors qu'en 2020, on était autour de 111,1% du PIB. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Congo fait quelques efforts en termes d'infrastructure, en termes de diversification économique, mais les problèmes essentiels restent dans la mesure où la gestion de la dette ne se fait pas correctement, dans la mesure où les contraintes budgétaires sont difficiles et dans la mesure où les problèmes sociaux ne sont pas résolus efficacement, comme l'éducation, comme la santé, comme l'emploi des jeunes. Donc, on a un faisceau d'éléments qui ne disent rien sur ce taux de croissance qui est relativement positif. Alors, on reviendra peut-être dans le débat. Oui. Je crois que vous faites bien de commencer par là, Carly, parce que souvent, quand on parle des pays africains, on regarde d'abord uniquement l'aspect politique, sans passer par l'aspect économique. Or, on sait très bien que l'aspect économique, quel que soit le vainqueur, en effet, l'aspect économique est un aspect relativement difficile si on n'arrive pas à le circonscrire. Lucien Jaurès, vous toujours pardonner, mais sur la question de la dette que vous avez évoquée, je regardais aussi qu'aujourd'hui, elle représente 95% du PIB. Simplement, qui a cramé la caisse pendant ces 65 années d'indépendance que vit le Congo? Alors, la mauvaise gestion, en fait, des hommes politiques aux affaires, premièrement. On a mis l'accent sur le pétrole
comme recette principale, c'est vrai que nous exportons 90% effectivement du pétrole et que en termes de recettes, c'est 60%. Bon, ça c'est une deuxième raison. La troisième raison, l'absence en fait de séparation très stricte entre les dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement et puis, il faut le dire, la corruption. Bien sûr, et les détournements de fonds. Il n'y a pas de contrôle. Alors récemment, dans l'actualité, vous avez vu qu'il y a eu des détournements de fonds, qu'il y a eu de la corruption. On a l'impression que c'est un exercice qui, en fait, traverse la vie politique congolaise. Et comment dirais-je, ce fait devient beaucoup plus marquant à partir du moment où nous avons commencé à axer notre développement sur le pétrole. Maître Bizamba, sur c'est 95% de la dette du pays aujourd'hui, 95% du PIB, votre réaction sur ce chiffre? Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement les 95% de la dette, mais la question qui se pose derrière ces constats, c'est que tout cet endettement, à quoi il a servi? Voilà, c'est-à-dire que quand on s'endette, puisque tous les États sont endettés, hein, vous voyez, en France aussi, on parle de l'endettement de l'État français, mais on sait que s'il y a l'endettement de l'État français, c'est parce qu'il y a des dépenses liées à la sécurité sociale qui servent véritablement les Français. Vous voyez, mais au Congo, avec cet endettement-là, il n'y a pas de répercussions sur la vie économique réelle au niveau des Congolais. Donc, il n'y a pas des investissements au niveau des infrastructures de base ou des services de base. Vous voyez, donc, il y a par exemple, on aurait pu penser que pour attirer les investisseurs, il faut déjà travailler sur l'énergie, puisque les gens qui veulent industrialiser le pays, ils ont besoin d'avoir un pays qui a de l'énergie stable, donc d'électricité par exemple. Donc on a déjà des problèmes là-dessus, il y a eu des investissements, il y a eu le barrage d'Imboulou, mais qui n'a pas pu combler les attentes des Congolais, vous voyez. Donc il y a en fait des éléphants blancs, des projets qui commencent, mais qui n'arrivent pas jusqu'au bout, puisqu'il n'y a pas les effets sur la vie économique réelle. Donc l'endettement de 90% ou plus, ça peut se faire dans un pays, à condition qu'il y ait des effets sur le terrain. Voilà. Donc, on en a bien loin aujourd'hui. Quand je regarde aussi le taux de pauvreté qui m'affirme, on passe de 46,6 à 46,5. Bon, 1%. Le taux de pauvreté? Le taux de pauvreté chez vous, enfin, il n'y a pas eu de grand recul. Hein. Mais c'est l'indicateur le plus significatif pour commencer à faire le bilan des 65 ans de notre indépendance. En même temps, lorsqu'on voit ce taux de pauvreté, il faut aussi essayer d'être un peu plus, je veux dire, factuel. 65 ans, c'est 3 ans de Youlou, le président Fulbert Youlou, 6 ans du président Massamba Deba, 9 ans du président Marian Ngouabi, 2 ans du président Yombi Opango, 5 ans du président Lissouba et presque 40 ans du président Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il faut le dire, une responsabilité ne peut pas être collective. Une responsabilité est tout aussi individuelle par rapport à la gouvernance des uns et des autres. Alors, parlons de la dette. De la dette. Maître a commencé à le dire, M. Pombo a commencé à le dire. Le Congo de Youlou jusqu'à Yombi Opango, le Congo n'était presque pas un pays endetté. Mais en même temps, l'État-providence, avec les indicateurs de développement humain, c'est-à-dire que jusqu'à Sassou 1, l'eau, on avait accès à l'eau, on avait accès à l'électricité. On avait un État-providence où Guy Mafimba, qui n'est pas né d'une famille d'un homme politique, pouvait se retrouver avec une bourse et faire des études ici en France, n'est-ce pas? On avait des structures sanitaires. Le Congo avait atteint le taux de scolarité le plus significatif au niveau de l'Afrique. 90% de taux de scolarité. Et malheureusement, depuis Sassou 1, mi-Sassou 1, la conférence nationale fait un bilan clair. Le Congo était le pays le plus sinistré. Le Congo était le pays le plus endetté par tête d'habitants. Nous sommes déjà sous Sassou 1. Et aujourd'hui, au retour du président Denis Sassou Nguesso, malgré, je termine là-dessus, l'effacement de la dette à travers le PPTE, projet, comment on appelle ça, pays pauvre très endetté, malgré, on va dire, ce boom pétrolier, parce que notre pays a toujours été un pays de rente pétrolière, on n'a jamais réussi à diversifier, nous sommes redevenus le pays le plus endetté quasiment par tête d'habitants. Donc, en conclusion,
La responsabilité n'est pas collective, il faut savoir désigner une responsabilité. C'est-à-dire les 40 ans de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir sont d'une responsabilité accablante sur les indicateurs à la fois macroéconomiques et microéconomiques. Lucien, quelque chose à ajouter Non, il me semble que ce que vient de dire mon ami Mafimba va dans la ligne droite, effectivement, de ce qui se passe au Congo. Le problème de la présidence de Sassou est que un certain nombre de décisions sont prises, mais il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de contrôle. Ça, c'est quelque chose de relativement vraiment fondamental. Que ça se passe ou qu'il ne passe pas, le véritable problème économique se posera à notre pays, c'est le problème de l'évaluation, du contrôle. Si vous n'évaluez pas, si vous ne contrôlez pas, eh ben, vous avez des problèmes qui sont liés à la bonne gestion de la dette, à la bonne efficacité des investissements et on ne sait pas très bien où va l'argent. Et alors, on se retrouve dans des situations relativement difficiles où le trésor public devient incapable de payer les pensions, les retraites, les salaires, etc. Et donc, assez bizarrement, qu'est-ce qu'on remarque? Que le Congo s'enfonce dans la pauvreté et dans la mauvaise gouvernance. Selon la Banque mondiale, une croissance de 3,8% est attendue en 2025. Vous y croyez? Par le pétrole, oui. Par les mines, oui, les minerais, oui, mais pas par la production effectivement réelle des Congolais. Je vous ai dit que c'est un mauvais indicateur, le produit intérieur brut, qui mesure le taux de croissance. Pourquoi c'est un mauvais indicateur? Parce que, prenons l'hypothèse que le prix des matières premières énergétiques augmente. Mécaniquement, le taux de croissance va augmenter. Mais si vous regardez dans les faits ce que vit la population en termes de revenus, de redistribution, on n'y est pas. Tout à l'heure, vous avez évoqué le taux de pauvreté qui est abyssal, qui est relativement important. Je crois qu'il faut des réformes. Et ces réformes doivent être structurelles et être significatives. Il ne s'agit pas de dire simplement « nous voulons gagner le pouvoir, nous voulons marcher dans la paix, marcher pour le développement ». Encore faut-il mettre en place des outils idoines pour conduire ce développement vers quelque chose de significatif pour le bien-être des populations. Je parle à l'économiste. Est-ce que le Congo doit prendre finalement un virage d'austérité budgétaire? Alors, la question, non, la question est fondamentale. C'est-à-dire que dans un pays comme le nôtre, faire un virage d'austérité budgétaire, déjà la situation est très très difficile. Il faut y réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des deux. Il y a d'un côté la gestion de la dette, qui est absolument important parce que si vous ne gérez pas votre dette, effectivement, les financiers ne vous donneront plus d'argent, enfin, ils ne vous prêteront plus d'argent. Ou alors, ils vont augmenter effectivement les conditions d'emprunt et de conditions de remboursement. De l'autre côté, il y a une misère liée à la population sur l'éducation, sur la santé. Donc, il faut, en effet, que les économistes, que les hommes qui travaillent autour du chef de l'État arrivent à bien définir, en fait, ce que j'appellerais une trajectoire budgétaire qui permet de distinguer les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement, comment on affecte la dette intérieure, comment on affecte la dette extérieure. Tout ceci n'est pas fait dans notre pays. C'est incroyable, non? Juste une nuance qu'il faut faire, et je pense que c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle la défaite de la pensée. Parce que nous avons tendance à dire ceux qui sont autour du chef de l'État. Aujourd'hui, la crise multidimensionnelle du Congo-Brazzaville doit convoquer toutes les forces vives de la nation. Et là, je me retourne vers le juriste, les juristes et les... j'ai discuté à une indiscrétion avec quelqu'un qui est presque de l'indépendance, depuis l'indépendance, les révolutionnaires de l'époque. Pour ne pas le citer, M. Jean-Marie Tassoa. J'ai discuté avec lui, il m'a dit quelque chose mais de très simple. Il dit le problème du Congo aujourd'hui, c'est le politique qui détermine en fait l'économique. Il dit quoi? Il dit vous devez, votre génération, vous avez un défi. Cherchez à savoir comment on rentre, comment on prend le pouvoir, comment on conserve le pouvoir et comment on sort du pouvoir. Tant qu'on ne va pas régler cela, on va se retrouver toujours dans les situations. Tout simplement parce que notre système de régulation fait en sorte qu'on se retrouve à se dire, trouvons la solution, posons la question à ceux qui entourent M. Denis Sassou Nguesso. Mais si ce sont des corrompus et des incompétents, on ne s'en sortira pas. D'où je repars sur les juristes, le constitutionnaliste pour dire, est-ce qu'il n'y a pas une défaite de la pensée depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, où nous avons manqué le rendez-vous du donner et du recevoir, parce qu'aujourd'hui, le Congo est dans une situation terrible. Je vous laisse Bissamba après. Oui, mais en fait, ce qu'il faut dire, à mon avis,
Je suis d'accord que c'est le politique qui détermine l'économique, parce que c'est l'homme politique qui, quand il veut accéder au pouvoir, il a une vision. Il a une vision politique dans laquelle se trouve une vision économique. C'est-à-dire que comment il va stabiliser les finances de l'État et comment il va investir pour générer de la richesse et de la valeur, créer des emplois et mettre en place des infrastructures de base et donc développer le pays. Ça, c'est le politique qui doit avoir tout ça. Et quand il arrive, il met ça en œuvre. C'est ce qu'on appelle un projet politique, un projet de société. Alors, la difficulté, c'est que nous, on a au Congo, c'est qu'on considère la politique comme un tremplin pour s'enrichir. C'est-à-dire qu'on fait la politique pas pour élever le niveau de vie et de conscience des Congolais, mais on fait la politique parce qu'on estime que par la politique, on va vite s'enrichir. Donc, ce qui fait que les richesses générées par l'État, notamment la manne pétrolière, comme on sait que c'est la production principale du Congo, eh ben, les dividendes qui sont reversés à l'État, au lieu que ça soit investi pour stimuler l'économie, en fait, c'est de l'argent qui, à la vérité, se trouve détourné. Il faut dire les choses. Hein, parce que vous vous rappelez, l'État congolais a généré des excédents budgétaires pendant un certain temps. Et ces excédents ont alimenté un compte qu'on appelait le compte des générations futures, avec près de 14 000 milliards de francs CFA. Bon, c'était une bonne idée d'avoir un compte pour les générations futures. Voilà, c'est parce que quand on voit la Norvège qui a le gaz et le pétrole, ils ont aussi un fonds souverain pour les générations futures. Mais alors, aujourd'hui, quand on pose la question pour savoir où se trouve cet argent, on ne sait pas. Voilà, donc vous voyez, en fait, le problème, ce n'est pas tant l'argent. Voilà, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc le problème, c'est un problème des hommes. Donc le Congo a un problème d'hommes. Hein, quand je dis un problème d'hommes, ça dit que des hommes, comme le dit le doyen Mafima, c'est des hommes d'État, des hommes qui sont capables d'avoir une envergure, une vision politique qui s'identifie à leur pays. Parce que quand vous vous identifiez à votre pays, eh ben, il y a des choses que vous accepterez et d'autres non. Parce que votre pays, c'est vous-même, c'est votre image. Mais quand vous ne vous identifiez pas à votre pays, ben, vous pouvez accepter que le pays soit toujours sous-développé et que vous partez vous faire soigner dans d'autres pays et pas chez vous, s'il y a une question de dignité. Et donc les hommes politiques congolais ont un problème de dignité, hein, ça il faut le dire, hein, parce que quand on a le sens de la dignité, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Voilà, donc... Alors, rapidement, le maître Zomba pose un problème réel, comme M. Mafimba aussi. C'est la gestion des ressources, en fait, par les hommes. Mais le problème, c'est qu'il faut les choisir, ces hommes. Or, le choix des hommes dans notre pays ne repose pas sur des critères de compétences professionnelles. Il repose d'abord sur des compétences ethniques, des compétences de voisinage. Mais c'est vrai, globalement, c'est vrai dans notre pays, mais c'est vrai aussi partout en Afrique. Et c'est là le véritable problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleurs outils, mais si nous n'avons pas les hommes et les femmes adaptés à ces outils avec un projet clair pour sortir le pays, effectivement, de la situation difficile dans laquelle se trouve, on n'y arrivera jamais. On peut arriver avec des hélicoptères de dollars, déverser des dollars sur le Congo, on revient 5 ans après, rien n'a été construit. Parce que la notion de compétence n'est pas mise en avant. Alors, et pour terminer, je réponds à M. Mafima. Quand je dis les hommes qui entourent le président Sassou, je veux parler des gens compétents, bien sûr. Alors, ça pose un problème. Le problème, c'est que je rétorque. Oui. Si on réduit la crise multidimensionnelle dans sa résolution aux hommes qui entourent Denis Sassou Nguesso, on se trompe en fait de défi. Oui. Le défi du Congo, de la République du Congo aujourd'hui, c'est la convocation de toutes les intelligences, de toutes les forces vives. Alors, justement, de la nation, je suis d'accord avec vous. Comme les pères de l'indépendance. Prenons par exemple le cas aujourd'hui d'un pays qui est divisé. Mais quel a été l'exemple de Fulbert Youlou et Opango? Après 1959, la fameuse guerre civile, on va dire. Oui, bien sûr. Ils se sont donné la main pour aller de l'avant. Quel a été l'exemple de Massamba Deba? Ils étaient dans les combats d'idées autres. Maria Ngouabi, il a eu à convoquer la conférence nationale en 1972, sans pourtant qu'on lui impose quoi que ce soit. Maria Ngouabi a fait venir des intelligents, dont Maître Mbemba, ici pour discuter. Lui-même, Denis Sassou Nguesso, il a eu à assumer à la conférence nationale tout. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a un Congo d'un côté qui pense qu'ils ont tout, ils ont pris en otage le pays.
ils sont dans une suffisance, ils pensent qu'ils ont les solutions à tout, et de l'autre côté, les autres, lorsque vous parlez, vous devenez des ennemis ou des... Alors, je précise la méthode. C'est-à-dire que, bien entendu, ce type de réflexion peut être une réflexion globale. Exact. Mais pour conduire, effectivement, les opérations, il faut choisir parmi les hommes et les femmes Tout à fait. idoines, en fait. Voilà. Bien Exactement. sûr. Merci beaucoup, messieurs. On va passer à la deuxième thématique de cette émission, État de droit et démocratie. Dr Ben Luther, est-ce qu'aujourd'hui, 65 ans plus tard, le Congo est une démocratie? C'est une colle, là. D'un point de vue constitutionnel, le Congo, c'est une démocratie. Au Congo, c'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est quoi? C'est l'organisation des élections, l'existence de la séparation des pouvoirs, d'accord? Le suffrage universel. Au Congo, ces choses existent dans une constitution. Donc c'est une démocratie instituée. Après la question, on peut la reformuler peut-être dans le sens de l'effectivité de la démocratie. Peut-être ça. La question est ça, dans la pratique. Est-ce que nous vivons une pratique démocratique? C'est la question, elle est là. La question n'est pas sur le fait que le Congo soit une démocratie ou pas. Non. Le Congo est une démocratie. Et la démocratie congolaise existe contrairement peut-être à certains bouquins de l'histoire. C'est depuis 1957 que la démocratie existe au Congo. Les premières élections législatives, c'était la démocratie parlementaire au Congo. En 1959, précisément le 14 juin 1959, après la guerre civile, il y a eu des élections législatives, vous voyez. Et on peut citer aussi l'élection même d'Alphonse Massamba Deba en décembre 1963. Donc, la démocratie existe déjà au Congo depuis longtemps. Et puis après, on a eu ce de parti unique, etc. Mais après, en 92, on a eu le pluralisme politique. Ce n'est pas l'avènement de la démocratie, mais c'est l'avènement du pluralisme, surtout politique, le respect de la diversité, etc. etc. Donc, le Congo est d'un point de vue constitutionnel, c'est une démocratie. Maintenant, la question qui se pose, c'est la question de l'effectivité. Oui, mais je pense que Ben a bien anticipé la vraie problématique. Parce que, bon, il ne suffit pas de décrire dans une constitution un fonctionnement précis pour être sûr, puisqu'il y a, en matière constitutionnelle, comme le sait Ben, il y a les textes et puis il y a la pratique. Voilà, c'est-à-dire qu'au Congo, est-ce qu'il y a la démocratie? Alors moi, je m'en tiendrai plus à la pratique. Hein. C'est un peu lié à mon métier aussi, parce qu'on voit, c'est quand on fait qui définit ce qu'on est, à la vérité. Et moi, je pense que le Congo correspond plus à la définition de ce qu'on appelle une démocrature. Voilà, c'est-à-dire qu'une démocrature, c'est un système dans lequel il y a une apparence, c'est-à-dire qu'il y a toute l'apparence formelle d'une démocratie, mais la pratique ne correspond pas au principe démocratique. Voilà, moi je dirais ça, parce que la démocratie, avant tout, c'est la souveraineté populaire. C'est-à-dire que c'est que le pouvoir provient de la souveraineté du peuple. Le peuple délègue sa souveraineté à des personnes, aussi bien par les élections parlementaires que par l'élection directe du chef de l'État. Alors, donc, il est important que la délégation, la méthode par laquelle la souveraineté est déléguée par le peuple, il faut que la méthode soit sincère, ce qu'on appelle la sincérité du scrutin. C'est très important, c'est un principe essentiel, important pour pouvoir déterminer le mode d'évolution du pouvoir dans une démocratie. Quand le scrutin n'est pas sincère, eh ben, ça provoque déjà en amont des crises anti-électorales et en aval, on a des crises post-électorales. Pourquoi? Parce que c'est des crises qui portent toujours sur la sincérité du scrutin. Et c'est pour ça que dans un État démocratique véritable, on met en place une méthodologie qui permet à ce que le processus électoral soit sincère. Donc vous avez une commission d'organisation d'élections qui doit être autonome, c'est-à-dire qu'il doit être constitué à parité des partis qui constituent l'opposition et la majorité, et qui doit avoir une autonomie de financement aussi, de façon qu'on puisse être certain que les personnes qui dirigent ne soient pas corrompues, et ne pas mettre nécessairement cette commission sous la houlette du ministère de l'Intérieur. Vous voyez, donc c'est très important. Quand on voit, en France, mais oui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi je pars du principe, avant même d'aller plus loin, si déjà le scrutin n'est pas sincère, le débat il est clos. Hein. C'est-à-dire que tout le reste, c'est plus que de la forme. Comme c'est une émission un peu bilan, permettez-moi de convoquer un peu l'histoire. Enfin, le doyen Guy Mafimba, dans une émission, le portrait qu'on réalise ici, disait que la seule élection démocratique au Congo, c'était celle de Pascal Lissouba. Est-ce que vous êtes d'accord avec
ce qu'il a dit. C'est bien ça ce que vous avez dit. Hein. Oui, la seule élection Oui, mais parce que... libre, équitable et démocratique, selon les standards internationaux, à moins qu'on puisse être de mauvaise foi, sans contestation aucune, c'est celui de Pascal Lissouba. Oui, mais alors moi je dirais que oui, Ben, comme vous n'avez pas beaucoup parlé. Moi je dirais peut-être plutôt le contraire. Je dirais plutôt le contraire. C'est le débat parce que il y a une chose qu'il faut voir dans l'élection du président Pascal Lissouba. C'est une élection qui a été faite sous la pression de la communauté internationale. Ça, il faut le noter. C'est pas une élection qui a été organisée par le bon vouloir des Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une véritable conscience politique honnête de vouloir organiser une élection libre et transparente. Ça, Oui. non, Vous avez la parole. j'en arrive. Pour moi, l'élection la plus juste, transparente, libre, c'est l'élection de Jacques Opango. C'est l'élection de 57, organisée sous la loi cadre Gaston Defferre. Ouais. D'accord? Ça, c'est l'élection libre et transparente. C'est la seule que je peux noter au Congo. Mais l'élection de 92, il y avait trop d'acteurs extérieurs qui s'étaient... Oui, mais c'est quand même extraordinaire parce que en fait, Ben énonce une situation dans laquelle il s'est contredit lui-même. C'est-à-dire que vous partez du principe que l'élection de Pascal Lissouba n'était pas fortement démocratique parce qu'il y aurait une pression de la communauté internationale. Et vous reconnaissez au même moment que l'élection d'Opango a été faite dans le cadre de la loi Defferre. Dans le cadre. Mais le cadre de la loi Defferre vient de la France. Donc c'est quand même une contradiction. C'est la France qui crée le cadre. On laisse Alex c'est d'abord et après tu Alors, je réagis juste... Non, mais parce que je n'avais pas fini. Je réagis juste Bon, sur ce point. on va s'écouter, oui. Je vais Rapidement. réagir juste sur ce point. Parce que parfois on parle de la loi Gaston Defferre. La loi Gaston Defferre, c'est quoi? C'est une loi qui accorde l'autonomie. Oui, mais qui vient de qui? Aux collectivités donc territoriales de l'époque, Oui. d'outre-mer, d'accord? Et donc, cette loi dit ceci, que les collectivités d'outre-mer, vous avez le droit d'organiser vos affaires comme vous l'entendez, sans pression de la France. C'est ce qui est écrit. C'est écrit dans la loi Gaston Defferre. Hier encore, j'ai suivi le ministre Defferre qui était donc c'était sur la 4e. Oui, mais Ben, c'est sous l'impulsion de qui? C'est qui impulse le mouvement? C'est la France. C'est la France. Voilà. Mais les élections de Lissouba... Alors, je vais beaucoup plus loin. Non, mais c'est la conférence nationale. Non, c'est la conférence. Mais non, c'est la conférence nationale. Non, en fait, l'impulsion de l'élection de Lissouba, c'est la conférence nationale. C'est la conférence nationale qui a posé le cadre et un agenda de transition et d'élection. Et rapidement, je dirais ceci, c'est qu'en 57, Youlou, effectivement, a contesté, bien entendu, cette élection. Ça nous a donné quoi? Mais la guerre civile ouais. de 59. Mais Avec les élections 1000 sont morts. toujours contestées. Oui, non, mais Qu'elles soient Non, en libres, 92, non. elles sont souvent contestées. Non, en 92, Elles sont elles étaient souvent pas libres. contestées. En 92. Aux États-Unis, par exemple. Mais non, en 92, il n'y a pas eu. quitter le pouvoir. Oui, il n'y a pas eu de contestation en 92. Mais il y a toujours des contestations. Non, il n'y a jamais eu de contestation. Non, vous avez parlé si le Congo est un état de droit ou pas. Oui, je vais répondre par du D'abord, une factuel. démocratie. Si c'est une démocratie, oui ou non, je réponds de manière factuelle. Lorsque le président Pascal Lissouba, démocratiquement élu, est débarqué suite à un coup de force et qui se retrouve à mourir en exil, on ne peut pas parler de démocratie. Celui qui s'installe, au moment où je vous parle, il y a 2 candidats à l'élection présidentielle. Ça fait 10 ans qu'ils sont en prison. André Kombi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko. Leur seul tort, c'est d'avoir été candidats. Lorsque je vois Parfait Kolela mourir dans les conditions assez troubles ici en France, ça veut dire quoi? Il a dit, maître, nous sommes dans une démocrature. Mais en réalité, la phrase que je voulais dire ceci, c'est que je parlais tout à l'heure de la défaite, de la pensée des Africains et des Congolais en particulier. 65 ans d'indépendance. J'ai comme l'impression que notre système de régulation politique, nous ne la maîtrisons pas. Nous ne la maîtrisons pas. Nous sommes dans l'incapacité de produire quelque chose. Nous sommes de manière mécanique en train de transposer. Youlou arrive
pluralisme politique, il est renversé. Après, on rentre dans les systèmes de monolithique, parti unique, très bien. Mais généralement, on s'inspirait de l'Union soviétique, le monde bipolaire et autres. Après 90, la bolle, chute du mur de Berlin, on devient tous des démocrates. Même les dictateurs d'hier devenaient des démocrates. Mais quand on n'y croit pas véritablement, on se retrouve en 97. De la sincérité de la pensée. Oui, non, mais alors Donc ça veut dire tout simplement que, je reviens sur mon idée de tout à l'heure, 65 ans après, il est plus que temps que M. Denis Sassou Nguesso comprenne, parce que c'est lui qui a l'effectivité du pouvoir, qu'il faut convoquer toutes les forces vives de la nation dans le cadre des états généraux de la nation. Je vais avancer un truc. Je vais avancer quelque chose qui va forcément créer des divisions. Et si l'Afrique était contre la démocratie? Oui, mais ça, c'est un livre qui a été... de Ousmane Oui, Diagne. absolument. Je n'y crois pas, parce que l'Afrique est plurielle, la démocratie l'Afrique est marche ailleurs. plurielle, c'est vrai, moi, au lieu de parler de Ça Non, mais démocratie... c'est un très bon débat. Voilà, Moi, je pense que c'est une très bonne question. C'est très une bonne très bonne question. question. Moi, je suis plutôt, j'avais énoncé ici, l'hypothèse d'une démocratie autoritaire. Ça veut dire quoi? Alors, ça pouvait être contradictoire. Alors, Ouais, mais écoutons, mais oui. écoutons. Alors, ça peut être contradictoire à la démocratie ordinaire. C'est-à-dire que les gouvernants africains ont parfaitement compris qu'il fallait en fait se vêtir des habits de la démocratie pour pouvoir négocier en effet avec La conférence de la boule, comme l'a voilà, évoqué. pour pouvoir négocier avec les investisseurs étrangers, avec la communauté internationale. Mais transposer cette démocratie de négociation chez eux, elle devient autoritaire parce que tout tourne autour du président de la République, qui s'appuie sur la parade de la démocratie, mais qui n'en est pas une démocratie factice, pour faire croire, en effet, à la communauté internationale qu'il y a la liberté, qu'il y a la paix, qu'il y a la sécurité. Voilà le véritable problème. Donc, aux juristes, de réfléchir sur ce concept. Oui, mais le problème, en fait, ce que vous faites, M. Poambou, c'est un constat objectif. Oui. Voilà, mais ça ne résout pas la question. C'est-à-dire Non, que bien sûr. qu'est-ce qu'on en fait? C'est une question que je posais. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Mais en fait, voilà. En fait, ce qui est certain, c'est que les principes démocratiques sont universels. Bon, après, il n'y a pas de modèle démocratique. C'est-à-dire que la démocratie telle qu'elle se déroule aux États-Unis n'est pas le même modèle qui se déroule en Allemagne, qui n'est pas le même modèle. Voilà, c'est ça. Mais la vérité, moi je reviens à ce que je disais, nous on a un problème d'homme. On a un problème d'homme. Vous voyez, parce que quand l'élite d'un pays décide d'être d'accord sur les règles d'évolution du pouvoir, de conservation du pouvoir et de départ du pouvoir, et que l'élite est honnête dans le respect de ces règles, un pays fonctionne. Bien sûr. Vous voyez? Alors, le problème, c'est quand vous avez une partie de l'élite qui y croit et une autre qui n'y croit pas. Ouais, donc, ce qui va se passer, c'est que pendant que vous croyez dans votre tête que nous sommes en démocratie, les autres préparent un coup d'État. Donc c'est ça. Mieux, juste une phrase, hein, mieux. Bien sûr. Nous avons une classe politique depuis les années 60, en tout cas un certain nombre de leaders, qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Demandez à quelqu'un qui est là depuis 60 avec un formatage de 3 plus 1, nous sommes à 6 plus 1, il ne peut pas se reformer. Je pense que si c'est un élément que les juristes peuvent prendre en compte. Vous connaissez très bien l'appareil institutionnel congolais. Je parle une question pour vous spécialement. Parce que, pour faire le lien avec la question économique, je pense que personne n'a osé parler ici du train de vie de l'État. J'attendais, parce que oui, je vais mais faire. j'en arrive. 65 ans plus tard, quel est le bon régime politique ou la bonne architecture institutionnelle qu'il faut pour le pays? J'en arrive là sur ce point. Vous savez, moi j'ai toujours une double appréhension sur les indépendances. C'est-à-dire l'indépendance acquise, qui en fait fait allusion à la liberté, véritablement. C'est ce qui est dit dans la résolution 1415 sur l'autodétermination des peuples. Et l'indépendance réellement vécue. On a acquis la liberté, c'est vrai, mais c'est quoi l'indépendance réellement vécue? Et lorsqu'on se questionne, on se pose cette question, on voit qu'au sortir même des indépendances, on voit tout simplement que nos pères des indépendances, et là je parle en tant qu'Africains, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont calqué le modèle français. Ils ont calqué le modèle français. Un modèle inadapté aux réalités sociales africaines. Sociologique. Voilà. Et Ça c'est continue. ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on doit proposer une autre forme de démocratie à l'africain, qu'on peut appeler démocratie africaine? Et d'ailleurs, dans mon ouvrage sur la démocratie consociative dans le renouveau constitutionnalisme africain,
je propose, je fais des solutions. Je donne des solutions. La première solution, c'est quoi? C'est d'aller vers une démocratie de partage. Pourquoi? Parce que, quoi qu'on en dise, C'est-à-dire de partage. une démocratie consociale de partage, c'est-à-dire on fait, on est déjà, l'Afrique est déjà, c'est déjà une composition ethnique, c'est un maillage ethnique, et les ethnies en Afrique sont têtues. Le fait ethnique revient de plus en plus dans l'aspect politique. D'accord? Et donc, il faut adopter une démocratie de partage. Comment ça se fait? Ça veut dire qu'il faut redéfinir, par exemple, la carte administrative du territoire. D'accord? Dire, par exemple, si on a, par exemple, je veux prendre le cas de 400 ethnies, par exemple, et qu'il y a 400 ethnies. Comme ça, il y a 400 ethnies, on découpe le territoire en fonction, on fait des collectivités territoriales que l'on va qualifier d'ethno-régionalistes. D'accord? De manière à ce que chaque collectivité territoriale soit représentée au niveau étatique de façon proportionnelle. De façon proportionnelle, c'est-à-dire en fonction de l'importance de... on laisse terminer, on laisse terminer. En fonction de l'importance démographique. Okay. Et c'est là, ce n'est que c'est une proposition que j'ai ça peut nourrir le débat. Bien sûr. Africaine, parce que généralement en Afrique, vous votez X parce qu'elle est de votre terroir. Donc, vous votez Y parce qu'elle est de votre pour faire terroir. simple, c'est-à-dire la population majoritaire, l'ethnie majoritaire aura des postes majoritaires. Oui. Et ad vitam aeternam, aussi longtemps que cette constitution existe. Oui. Et du coup, Pas du tout. Ça peut être une présidente tournante, parce que la démocratie consociative, mais j'en ai entendu qui en ont parlé de ça avant vous, Ben Luther. La démocratie consociative, c'est quoi? Ça veut dire que soit on gouverne avec des coalitions, un système de coalition, d'accord, soit avec un système proportionnel, et les minorités disposent de ce qu'on appelle le droit de veto. C'est-à-dire, au niveau parlementaire, pour l'adoption des textes, au niveau parlementaire, les minorités ont un droit de veto. S'ils mettent le veto, le texte ne passe pas. Oui, c'est le cas en Suisse, par exemple. En fait, la proposition de Ben a le mérite de poser encore une question. Je pense que se poser des questions, c'est très, très important. Voilà, parce que la question qui se pose véritablement, à mon avis, au niveau de l'élite africaine, c'est la question de savoir. C'est-à-dire qu'on constitue un État avec des individus comme sujet de droit ou avec des ethnies comme sujet de droit. Voilà, c'est ça la question qui est sous-jacente à la proposition de Ben. C'est-à-dire qu'il faut savoir, est-ce que nous, on veut avoir des États où les ethnies sont des sujets de droit? C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, je n'existe pas, mais je n'existe que par ma tribu. C'est-à-dire que si je dois prétendre des choses auprès de l'État, je ne peux prétendre à des choses qui est parce que je viens de telle tribu. Où on doit traiter les individus pour les individus en tant que sujet de droit. Dans le modèle occidental, c'est l'individu qui est sujet de droit. Alors, nous, dans notre sociologie... Pas pour l'Occident, parce que le cas que je viens de citer, c'est le cas suisse. Et ça oui, mais ça c'est une exception. Le cas suisse, c'est une exception qui confirme la règle. Parce que chez nous, on a adopté le modèle occidental, l'individu comme sujet de droit. Oui, mais en fait, moi, je ne suis pas contre. Voilà. En fait, je suis juste en train de montrer qu'il faut faire un choix. Parce que si vous prenez les ethnies comme sujet de droit, si on a 400 ethnies, donc vous avez 400 sujets de droit à gérer. Donc, dans le partage de pouvoir, comment vous allez faire avec 400 ethnies? Le découpage. Voilà. Est-ce que ça participe aussi au progrès? Parce que si vous prenez les ethnies comme sujet de droit, il n'y a pas de progrès. Ça veut dire que on reste, moi, je suis du Niari, de l'ethnie Pounou, je resterai Pounou toute ma vie. Donc, mes enfants, ça veut dire que mes enfants, mes descendants ne vont voter que pour des Pounou. Il n'y a pas de progrès dans ces rythmes-là, dans cette conception philosophique. Alors, donc, si on est pour le progrès... oui, mais parce qu'il faut voir toutes les conséquences. Oui, mais ce n'est pas ça, en fait. Il y a des élections nationales qui sont organisées. Et il y a des élections, ça se fait. Il y a ce qu'on appelle les régionalistes. Oui, mais ça, c'est le modèle suisse. Mais dans le modèle suisse, c'est gérable parce que vous n'avez que 3 communautés. Vous n'avez que 3. Oui, mais vous n'avez que 3 communautés ethno-linguistiques en Suisse. Il n'y en a que 3. Un contre-argument, docteur Ben, un contre-argument par rapport à ce que vous dites. Je pense que vous ne prenez pas en compte une dimension sociologique au temps T plus 10. Vous êtes dans le temps T plus T, T plus 1. Aujourd'hui, 80%, 60%, j'exagère peut-être, 70% de la population congolaise
vit dans 3 communes citadines, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie. Le brassage a fait en sorte que, moi, Guy Mafimba, si tu me dis qu'est-ce que tu connais de tes origines de la Likola du côté de mon père, je ne connais pas grand-chose. Du côté de ma mère, de Gamboma, je ne connais pas grand-chose. Je me définis comme enfant de poto-poto, donc je suis un citadin. Tu me mets où dans cette affaire? Je suis nulle part. C'est très simple. Non, je finis. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, avec le brassage, mon fils, sa mère est du Poule, son père est de, je sais pas, de la Likola. Tu le mets où? Nulle part. Je vous réponds. Non, je finis. C'est pour dire que je pense qu'il faut aller plus loin pour trouver un mécanisme beaucoup plus qui soit adapté à cette dimension sociologique nouvelle. Le problème, je reviendrai toujours sur le problème d'homme, parce que ce qui se pose aujourd'hui comme étant des questions ethniques, c'est un problème d'homme. Parce que j'ai vécu Mariam Gwabi, j'ai vécu Sassou 1, j'ai commencé à découvrir les histoires d'ethnie en France. Lorsque nous avons, dans les années, lorsque les problèmes de guerre civile ont commencé. Mais parce que hier, l'État-providence ne cherchait pas à savoir si ma fille, pour lui donner la bourse de tel ou tel coin. Parce que l'État existait. Alors, l'État arrive à résoudre les problèmes. Je nuance. Je réintroduis l'économie dans l'analyse de notre ami humanitaire. Comment vous établissez la clé de répartition dans la production des richesses, dans la formation? Votre affaire de course associative, là. Comment vous établissez la répartition? Est-ce qu'à un moment donné, cette répartition risque de ne pas être contestée par un groupe qui serait considéré comme étant restant à la marge? Première question. Deuxième question, que se passe-t-il si un groupe qui se rebelle et qui utilise la violence? Je peux s'accaparer les ressources. Voilà. Je réponds. Mais avant de répondre à vos 2 questions, j'aimerais répondre sur la question du brassage. Oui. Le brassage, c'est quoi? Si vous appartenez par exemple à 2 ethnies, vous habitez par exemple à Poto-Poto, je vous ai parlé du découpage. Le découpage, ça veut dire on tient compte de votre lieu de résidence. L'aspect géographique, vous votez là où vous habitez. Mais parce que vous pensez que je vais habiter Poto-Poto jusqu'à toute ma vie? Oui, mais en fait, votre analyse... Je finis d'abord. Oui, c'est bien terminé. Il faudrait qu'on avance sur notre thématique. Oui. Deuxième chose, je réponds sur l'aspect économique, sur la répartition des richesses. C'est quoi ce que je propose, c'est quoi? C'est la définition du modèle étatique. D'accord? Oui. Définir le modèle étatique. C'est-à-dire aller vers soit un État régionaliste, soit... D'ailleurs, Thierry Michalon disait, quel type d'État pour l'Afrique? Soit une fédération qui va être la seule issue selon lui, d'ailleurs Théophile Obenga l'a dit aussi, soit un État... C'est pas non plus l'évangile. Ça veut dire que les individus sont complètement même incontestables. Allez-y. En termes des questions politiques, pour sa égyptologie, oui. Tout ça se détermine dans un cadre étatique bien déterminé. Ça dépend de la forme de l'État. Si on adopte un État régionaliste, l'Éthiopie l'a fait, on voit comment il y a la croissance. Il y a la croissance. Oui. Certes qu'il y a des ethnies qui peuvent mais ils ont un problème de rébellion actuellement. Mais ça, il faut pas... En fait, donc du coup, ça veut dire la question de Lucien. Oui, ça anticipe à laquelle ça veut dire que le Congo ne sera peut-être pas le seul pays à l'avoir fait. L'Éthiopie l'a fait, ça a permis de conscientiser toutes les ethnies, même s'il y a un problème de rébellion, ça ne manque pas, il y a toujours des couacs. Mais aujourd'hui, l'Éthiopie, l'économie... Oui, mais... Non, on va avancer sur le thématique. On va acheter votre livre pour suivre les débats. Il faut avancer. On va acheter le livre. Mais Samba, j'aimerais qu'on parle des relations franco-congolaises. C'est très important pour moi. 65 ans plus tard, est-ce que les choses ont un peu évolué? Alors, ce qu'il faut dire de mon point de vue, c'est que le Congo... joue la carte de la multipolarité actuelle du monde. C'est-à-dire que avec les BRICS, il y a un pôle qui est monté au niveau géopolitique et qui entend apporter une certaine contradiction à l'ordre, une nouvelle proposition de l'ordre international que celui qui est issu de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le Congo estime que pour essayer de maintenir une certaine influence auprès de la France, le Congo essaie d'envoyer des signaux
en disant que je peux aussi avoir des accords avec la Russie, par exemple. Et donc, en jouant sur ces deux tableaux, ça permet de recentrer l'intérêt de la France au Congo, puisque la France, du coup, s'est dit que, bon, peut-être qu'il faut être un peu plus attentionné à ce que veut le président Sassou pour éviter qu'il bascule du côté du Sud global. Donc, à la vérité, nous sommes entrés dans une époque où le Congo peut se permettre d'avoir un peu de coup franche vis-à-vis de la France, parce que sur le plan sécuritaire, il peut toujours faire appel à la Russie, par exemple, puisque le plus important pour le régime congolais, c'est l'aspect sécurité, puisque son pouvoir est basé sur ça. Donc c'est un élément qu'il peut faire jouer. Et la France, dans ce jeu-là, je dirais que la France, de mon point de vue, a perdu un peu plus d'influence sur le Congo. Voilà, parce que le Congo peut compter sur l'aspect sécuritaire avec la Russie, au cas où, si c'est nécessaire, donc supplanter la France. Et donc le président Sassou joue de ça, de temps en temps. Et donc la France, dans ces conditions-là, doit pour maintenir son influence, est obligée un peu de tenir compte de cet élément nouveau dans le jeu politique international. La France-Afrique boite. Elle boite et le Congo essaie effectivement d'en prendre toute sa part, c'est-à-dire pas... Il ne s'agit pas de boiter, il s'agit d'utiliser cet handicap-là pour permettre au président Sassou d'établir une autre politique. Alors évidemment, il est coincé, le président Sassou, c'est-à-dire qu'il ne peut pas le déclarer de façon très claire. Il est obligé, comme dit Maître, effectivement, de jouer entre plusieurs feux. Et en jouant donc sur le feu sécuritaire. Le feu sécuritaire, c'est donc, ici, un point très important, c'est la Russie. Et il joue sur sur l'aspect projet, développement. La France, avec l'AFD, joue toujours son rôle. La France, avec des investisseurs, joue toujours son rôle. On a effectivement Total, qui occupe une grande place très importante dans l'exploitation effectivement du pétrole. On a des grandes entreprises qui exploitent les minerais. Donc, le président Sassou est comme un serpent qui observe. Il observe le moment où il va lâcher le venin, où il va le retenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il est dans une situation un peu compliquée. Avant, c'était très clair. Ça ne l'est plus aujourd'hui à cause de la multipolarité, à cause des nouveaux acteurs, à cause des nouveaux enjeux, à cause d'une sécurité qui aujourd'hui essaie de trouver sa place. Et là, dans cette affaire-là, le président Sassou essaie de naviguer. À l'instar de ce que vient de faire le président Macron lorsqu'il reconnaît la guerre menée par la France au Cameroun, le cas spécifique du Congo, pour moi, est quelque chose d'assez... la France, pour moi, c'est la deuxième patrie. J'ai vécu plus en France que chez moi au Congo. Raison pour laquelle je suis assez sévère à l'égard de cette relation. J'estime que la France a une responsabilité accablante dans la situation du Congo-Brazzaville aujourd'hui. Je vais m'exprimer en 2 ou 3 éléments. Premier élément, la France, au sorti de l'indépendance, le Congo a été considéré comme l'un des pays piliers de la France-Afrique. Pourquoi? Parce que pour De Gaulle, l'indépendance énergétique, le Congo avec son potentiel pétrolier, énergétique, du pétrole, et la voix du Congo dans le système des Nations Unies. Très bien. Et depuis Marien Ngouabi, à partir de Marien Ngouabi, qui a pris véritablement un virage contre, entre guillemets à l'époque, l'impérialisme français, et je peux vous dire, c'est documenté, la France est impliquée dans l'assassinat du président Marien Ngouabi. La France est impliquée dans la chute de Yombi Opango. Et lorsque M. Denis Sassou Nguesso arrive, c'est véritablement l'incarnation de la France-Afrique. D'où c'est quasiment cette sérénité dans la gestion de la gouvernance du Congo-Brazzaville avec la complicité de la France pendant 9 ans. Résultat des courses, pays le plus endetté par la tête d'habitants, l'économie sinistrée. Ça veut dire que cette coopération a fait plus du tort au Congo-Brazzaville qu'autre chose. Lissouba arrive. La chute de Lissouba, c'est la France encore qui s'implique avec Elf Aquitaine. Lissouba chute. Denis Sassou Nguesso arrive. Et avec cette guerre qui nous a causé plus de 400 000 morts, n'est-ce pas? Et depuis, je termine là-dessus. La France, je pense, devrait se poser la question, parce que c'est notre nouvelle génération. Ce n'est plus les Chirac, ce n'est plus les Giscard d'Estaing et autres. Avec Macron,
dans un monde multipolaire, à ce que j'ai appelé le Big Bang géostratégique, avec ce que j'ai appelé la géopolitique des peuples. C'est-à-dire des jeunes, aujourd'hui, avec Internet, qui regardent. Mais pourquoi nous, on ne peut pas avoir de l'eau? Pourquoi on ne va pas avoir d'électricité? Ça veut dire que cette coopération française n'est pas bonne. Cette coopération chinoise n'est pas bonne. Il faut aller le chercher ailleurs. Mais il y a l'appui de l'AFD. L'AFD, non. Franchement, c'est presque une insulte au bon sens si on est sérieux. Un pays ne peut pas vivre avec, ne peut pas se développer avec les histoires de l'AFD. En tout cas, pour moi, c'est une insulte à notre intellect en tant qu'Africain. Alors, donc, je veux terminer en disant ceci. La France, cette relation doit être prise en compte, la suite de cette relation, à l'égard des autorités françaises, de se dire que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest risque de se passer en Afrique centrale si Paris n'arrive pas à comprendre que M. Denis Sassou Nguesso est complètement sclérosé, usé, fatigué. Et que laisser les peuples africains de matérialiser leur aspiration à l'alternance politique, quelles que soient les conditions, et à un progrès, un net progrès. Et si les Africains de l'Ouest étaient peut-être plus courageux que ceux de l'Afrique centrale, qui se contentent effectivement des idées sur la table et ils ne vont jamais à l'essentiel. Exactement. Mais pourquoi ils ne vont jamais à l'essentiel, les peuples d'Afrique centrale? Parce qu'ils y vont individuellement d'abord. C'est ça. Et ils y vont d'abord pour des privilèges. Donc tout le discours autour de la politique est un faux discours. Tout le discours autour de la gouvernance du développement est un faux discours. Encore qu'il faut nuancer. Bien, il faut nuancer, bien sûr. Et donc, on remarque... On n'est pas tous dans le faux. Oui, on remarque en effet que... Vous demandez du classe, attends. On remarque que dans cette affaire-là, que, en fait, on tambourine énormément, on fait du tam-tam énormément, mais jamais les décisions ne sont... En tout cas, ça permet de... Il nous reste 10 minutes. Enfin, messieurs... Quel regard portez-vous sur le Congo aujourd'hui? Et notamment, nous serons bientôt en année électorale. Maître Bissamba, quel est votre regard sur cette classe politique? Alors, moi personnellement, je n'ai aucun espoir. Je ne vois aucun espoir porté par l'actuelle classe politique du Congo-Brazzaville. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que je pense qu'il y a d'abord une affaire de culture politique. Vous voyez, parce qu'il y a une génération des hommes politiques du Congo qui, à la vérité, partagent tous une même culture politique. Et cette culture politique, c'est laquelle? C'est-à-dire que l'accession au pouvoir s'est faite par la violence. Voilà. La conservation du pouvoir s'est faite par la violence. Il n'y a pas de débat contradictoire. On ne supporte pas le débat contradictoire. Et puis, on considère que les richesses de l'État sont des richesses personnelles. C'est ça leur culture politique. Donc, c'est une culture qui est partagée équitablement entre les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux, pour beaucoup, qui se disent être de l'opposition. Donc, ce qui fait que même si par extraordinaire, j'imagine les gens de l'UPADES prenaient le pouvoir, je ne vois pas ce qui va changer dans la gouvernance. Ouais, donc, le problème qui se pose au Congo, c'est un problème de culture politique. C'est pour ça que nous, à l'époque, quand on avait le cercle de la rupture, on pensait qu'il fallait d'abord, avant tout, commencer par une rupture avec cette culture politique-là. Donc, il faut une nouvelle génération avec une autre culture politique pour pouvoir matérialiser les vœux portés par notre devise, qui est unité, travail, progrès. Donc il faut travailler sur l'unité, générer le travail pour les Congolais pour qu'il y ait le progrès. Donc il faut une nouvelle culture politique au Congo. Je pense que ce que Maître vient de dire est totalement juste. Lui, il a parlé de culture politique, mais moi je rajouterais par exemple culture, je dirais même citoyenne. Culture citoyenne, parce que moi je pense, au-delà de la classe politique, je pense que chacun de nous est comptable. Aujourd'hui, si on veut parler de l'échec des 65 ans, chacun de nous est comptable de cet échec. Pourquoi? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la corruption, par exemple, qui est tellement endémique. Mais cette corruption, elle ne vient pas seulement d'en haut. Elle vient surtout d'en bas. Je m'explique. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un oncle placé quelque part, un grand frère placé quelque part, et on a tous les passe-droits. On a tous les passe-droits. Même pour aller faire un passeport, parfois, vous pouvez aller juste déposer votre dossier, mais vous-même, vous savez qu'il faut que vous, au lieu de payer 50 000, vous devez payer par exemple le double. D'accord? Pour que quelqu'un suive en fait le cheminement de votre dossier et vous délivre un passeport le plus rapidement possible. Donc nous-mêmes, citoyens déjà, en allant solliciter les services de l'administration, on a déjà
cette culture de la corruption qui est ancrée en Mais nous. sur la question politique, je pense que c'est très important. Je veux dire, on est bientôt dans l'électoral. Vous êtes jeune, vous êtes plus jeune sur ce plateau parmi les invités. Est-ce que vous croyez déjà, est-ce que vous espérez voir l'alternance dans votre pays dans les prochaines années, notamment en 2026? Et surtout, est-ce que vous croyez en cette jeune garde politique qui émerge dans votre pays? Alors, la question c'est de ça. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par alternance politique? Ça veut dire que le président Sassou doit laisser le pouvoir. Enfin, laisser le pouvoir, je ne sais pas. Est-ce que l'alternance, c'est-à-dire... C'est ça? Bref. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, même si on appelle l'alternance de tout, nous vu que le président Sassou parte, d'ailleurs, Maître l'a dit, qu'on pouvait même mettre l'UPADES là au pouvoir, tant qu'on ne change pas de culture politique, on revient à la même chose en fait. C'est une roue en fait qui tourne, on revient à la même chose. Moi j'espère bien entendu qu'il y ait une alternance politique chez nous, mais tant que les règles du jeu aujourd'hui permettent à tout le monde de se présenter, je n'ai rien à dire. Aujourd'hui, s'il faut aller sanctionner, par exemple ceux qui sont au pouvoir, il faut aller sanctionner dans les urnes. Mais là encore, faut-il encore que les élections soient libres et transparentes? Vous voyez? Donc c'est ça la question. On peut prendre n'importe qui. Et pour terminer, aujourd'hui, il y a certains qui sont dans ce gouvernement aujourd'hui, ils étaient opposants avant. Beaucoup étaient opposants. Et ils insultaient même le président actuel, le critiquaient. Je prends l'exemple de M. Thierry Moungala, je prends de M. Pierre Mabiala, etc. Mais aujourd'hui, c'est les chanteurs maintenant du président Sassou. Vous voyez? Donc on peut prendre n'importe qui. Aujourd'hui, on met à la place du président Sassou. Définitivement, la classe politique congolaise, elle est corrompue. 65 ans plus tard, c'est une classe... Non, je pourrais rajouter une chose. Dites-nous. Que mon doyen ici présent est aussi comptable de ce bilan. Pour avoir Je le voyais venir. conseiller du Premier ministre. Non, pas. Conseiller du Premier ministre sous le Souba du Non, président. j'étais pas conseiller. On se rappelle que le président du Souba avait bradé le pétrole du Congo par Oxy. Ça, il faut le savoir. Non, il était acculé. Il était acculé. Oui, mais il a bradé le pétrole. Mais Qui bon, m'a fait pas 2 minutes après. 2 minutes. Juste pour notifier. Non, je n'étais pas conseiller. Mon doyen, c'est un démocrate. Oui, non, c'était quand il était Premier ministre. Je suis conseiller quand il est en exil. Ça, c'est la première chose. La Vous deuxième avez chose. été conseiller au ministère du Tourisme. Oui, Le d'accord. tourisme aujourd'hui. Non, pour revenir à la jeune la garde. question fondamentale de fin, je m'inscris en faux dans ce pessimisme ambiant. J'ai pas encore parlé. Là. Ah, merci. Je vais t'influencer. Alors, parce que C'est bien pour nous. lorsqu'on a vu les 3 ans de ce que le président Yulo a fait en 3 ans de ce pays, ça veut dire que le Congo peut renaître. Lorsqu'on a vu ce que Massamba Deba a fait en 3 ans, vous regardez le portrait, nous avons organisé les premiers Jeux africains. Ça dit que le Congo peut renaître. Lorsqu'on a vu ce que Marianne Gouabi a fait de ce pays, un État-providence, la base aérienne de tous les mouvements d'émancipation, ça veut dire que le Congo peut renaître. Lorsqu'on a vu ce que Yombi Opango a fait travailler les Congolais, le Congo peut remettre. Lorsqu'on a vu même Sassou 1, qui a réussi à bâtir des infrastructures jusqu'à ce qu'il devienne plus ou moins France-Afrique à fond, le Congo peut renaître. Lorsqu'on a vu la vision du président Pascal Lissouba en revisitant les comptables pétroliers, le Congo peut renaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une génération politique ne se décrète pas. Elle prend son courage comme les pères de l'indépendance à cet âge. Ngouabi avait quoi, 29 ans, pour prendre les rênes du pouvoir. Et c'est ce que je demande à mes jeunes frères là. Non. Le problème n'est pas d'en dire non. Le problème, c'est de dire que le pays nous appartient. Il est au fond du gouffre. Nous pouvons le relever. Et je suis convaincu que le génie créateur des Congolais fera en sorte que demain, il y aura l'alternance politique et ce pays va renaître. Merci Guy Bafi. Alors, on voit bien que la question de l'alternance du dialogue ou la transition politique est un problème réel dans notre pays. Ça, c'est clair. Donc, on ferme ça et on va rester sur des choses simples. Il faut réoxygéner la vie politique congolaise. Ça veut dire démocratiquement, ça veut dire, je reviens à ce que dit Guy Mafimba, croire en la jeunesse, ça veut dire faire des réformes structurelles, ça veut dire, en fait, gérer le Congo ou faire gérer le Congo avec des gens compétents et capables. Avec un objectif très clair, transparence des ressources, des objectifs pour le bien-être et le développement des populations. Faute de quoi, le Congo disparaîtra.
Merci beaucoup, messieurs. Merci à Moustapha Kanté à la réalisation. Merci. Et encore bonne fin de l'indépendance à nos amis congolais qui nous suivent de plus en plus nombreux sur nos antennes. Bonne soirée à vous.